L'acte 2 du gouvernement Victoire Toboga-Dogué a vu l'éclatement du ministère de la Culture et du Tourisme, la culture étant désormais rattachée au ministère de la Communication, pendant que le tourisme trouve logement dans le Haut Commissariat du Tourisme. Alors, qu'est-ce qui pourrait motiver une telle décision? Coup de génie? Absence de vision très claire par rapport à ces deux secteurs que sont le tourisme et puis la culture. Nous en parlerons ce soir avec notre expert du jour. Il est expert consultant international en culture, tourisme et développement et surtout en entrepreneuriat créatif et culturel. Son nom, c'est Monsieur Nicolas Étienne Sohou Ngani. Monsieur Étienne Sohou Ngani, bonsoir. Bonsoir, Roger. Alors, pour pointer un peu du doigt la responsabilité des agents du ministère, un peu comme vous en parliez tout à l'heure, je dois rappeler que quelque temps avant même la formation de ce nouveau gouvernement, on a appris sur les réseaux sociaux au sujet de Monsieur Lamadokou, qui était le ministre de la Culture d'alors, une accusation de gestion obscure. On parle jusqu'à 100 millions de francs CFA qui seraient détournés. Évidemment, l'intéressé a refuté en bloc toutes ces accusations, mais est-ce que cela pourrait aussi pousser à un éclatement de ce ministère selon vous? Alors, partant de ma position de scientifique, je ne saurais me reposer sur des hypothèses pour conclure tout de suite, mais si effectivement un audit confirme les faits, alors cela pourrait être une source de perte de confiance donc du chef de l'État à l'endroit de Monsieur Lamadokou. Mais pas à l'endroit du pourrait ministère. Justifier, voilà, puisque là on parle d'une personne. On parle d'une personne. Et là l'inquiétude c'est, la vraie question c'est, est-ce que par rapport à l'erreur d'une personne, il faut supprimer tout un département? Voilà le gros point d'interrogation. Ou remplacer tout simplement la personne pour faute de gestion. Vous connaissez sans doute une chanson qui a bercé l'adolescence de nous autres, peut-être l'enfance, peut-être la jeunesse d'autres personnes, qui dit en effet, n'a faut pas nous soir mais on y a foyer milasso. Exactement, c'est pas le pied en coupe. Donc c'est pas le pied en coupe, on change juste les chaussures. Voilà. Mais le chef de l'État, il est là depuis quelques années déjà. 20 ans et donc, bientôt, on a connu plusieurs départements, plusieurs responsables à la tête de ce département ministériel. Justement, tantôt associé à l'environnement, tantôt isolé comme ministère de la Culture ou autonome. Ça m'amène à vous lire ceci, à vous lire ceci. Un peu ce que vous dites, ça m'intéresse. Je dois dire que M. Faure est là depuis 2005, et donc de 2005 à 2024. Le Togo a vécu sous 10 gouvernements et nous sommes actuellement sous le 11e gouvernement. Il y a eu 7 premiers ministres, dont 4 ont eu la grâce d'être reconduits. Le constat qui se dégage, c'est que sous ces différents gouvernements, la culture et le tourisme ont été ensemble sous le même ministère 4 fois. Et 5 fois, la culture a été rattachée au ministère de la Communication, comme aujourd'hui, 5 fois dans l'histoire de la gouvernance de Fort Gnassingbé. Et 2 fois, elle a été associée aux arts. Il y a eu le ministère des Arts et de la Culture. Et puis, le tourisme, quant à lui, a été à un moment donné associé à l'environnement, comme vous l'avez dit. Et une autre fois associé au ministère du Commerce. Et 3 fois, le ministère du Tourisme, à lui seul, a été comme un ministère, tout simplement. Et une fois, ça a complètement disparu des radars. Avant de vous poser la question, je voudrais rentrer un peu dans les détails. Je dirais que déjà, en 2005, nous avons Edem Kodio comme le premier ministre de Fort Gnassingbé. Et sous Edem Kodio, on avait le ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs. Maintenant, en 2006, le feu Abouibor arrive au pouvoir. On avait toujours le ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs. En 2007, on a eu le premier ministre Komla Mali. Il y a eu le ministère de l'Environnement, du Tourisme et des Ressources forestières. Maintenant, toujours en ce moment, on avait le ministère de la Communication, de la Culture et de la Formation civique. Sous le premier ministre Humbo, premier gouvernement de Humbo, il y avait tout simplement le ministère du Tourisme et il y avait d'un côté le ministère de la Communication et de la Culture. Bon, maintenant, sous Humbo 2, son deuxième gouvernement, justement, en 2010, le ministère des Arts et de la Culture, et d'un autre côté, le ministère du Tourisme. Nous sommes maintenant en 2012 avec le gouvernement Oumezounou 1, le ministère des Arts et de la Culture d'un côté, et le ministère du Tourisme de l'autre. Nous sommes en 2013, gouvernement Oumezounou 2, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique, et d'un autre côté, le ministère du Tourisme qui était tout simplement porté disparu en 2013. Alors, nous sommes en 2015 avec le gouvernement Classou 1, le ministère du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du secteur privé et du Tourisme.
Le tourisme a été rattaché au ministère du Commerce pour précision. Et puis, d'un autre côté, nous avons le ministère de la Communication, de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et de la Formation civique. Nous sommes maintenant en 2019. Nous y sommes presque. Et nous avons le ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, tout simplement. Et dans le premier gouvernement de Victoire Dogbe, nous avons vu le ministère de la Culture et du Tourisme. Et pour finir, dans le gouvernement Dogbe 2, il y a eu encore éclatement. Je remarque quand même que même les premiers ministres qui ont été reconduits n'ont pas repris tout simplement le même ministère au cours de leurs des deux entre guillemets mandats ou bien des deux passages qu'ils ont eu à la tête de cela. Maintenant, voici ma question toute simple. Lorsqu'on observe tout ça, selon vous, est-ce du tâtonnement, du génie ou tout simplement une absence de vision claire et nette de ces deux secteurs? Alors, je prendrais plutôt la première et la dernière réponse que vous avez proposée, c'est-à-dire le tâtonnement, parce que c'est dans une démarche de développement, on propose des stratégies. Et par rapport à ces stratégies, on met en place des plans d'action. Et lorsqu'on met en place un plan d'action qui n'aboutit pas ou qui ne permet pas d'atteindre les objectifs, on se doit de changer de plan d'action. Donc ça peut justifier le tâtonnement peut-être au niveau des premières autorités togolaises qui essaient de trouver la meilleure formule qui convienne. Pendant 20 ans? J'en viens. Donc ça peut être du tâtonnement. Et la dernière réponse, celle que vous avez proposée, c'était... Oui, est-ce que c'était une absence de vision claire? Une absence de vision claire. Sur ce plan, on peut dire oui, oui et non. Parce que aujourd'hui, la question que je me pose, c'est sous quel angle nos autorités voient la culture. Est-ce qu'ils voient la culture tout simplement comme une forme identitaire, puisqu'on parle de la culture sociale, donc l'identité des différentes communautés? Si c'est sous cet angle-là, c'est compréhensible qu'on puisse associer la culture à la communication par moment, parce que la communication permet de transmettre du contenu, de transmettre des informations, des valeurs. Donc, on peut passer par la communication pour transmettre les valeurs culturelles. Mais si aujourd'hui, on veut voir la culture, ce n'est pas que seulement le caractère social ou identitaire. Aujourd'hui, on parle des industries culturelles et créatives. Mais est-ce que le ministère de la Communication ne peut pas permettre à mieux vendre justement le ministère, le volet culturel si on veut en faire une industrie? Alors, oui et non, parce que la communication elle-même fait partie des industries culturelles et créatives. Donc, normalement, ce n'était pas la culture qui devait être associée à la communication, c'est la communication qui devait être associée à la culture. Et peut-être qu'il faudrait changer d'appellation. On devait plutôt dire le ministère des industries culturelles et créatives. Et peut-être, à partir de cet instant, on va commencer par considérer le secteur culturel comme un secteur d'activité économique au même titre que les autres secteurs d'activité qui existent. Mais si on doit voir cela sous l'aspect tout simplement culturel, donc c'est plutôt la culture qui sera associée à la communication comme nous le voyons actuellement, parce qu'on peut se dire qu'on va utiliser la communication ou les canaux de la communication pour pouvoir valoriser nos valeurs culturelles. Donc là, ce serait une erreur. Alors, vous savez, tout comme moi, que déjà à partir de 2009 en France, le débat a commencé même à surgir là-bas. Les Français ont même voulu supprimer leur ministère de la Culture. Et récemment, en 2022, Éric Zemmour en parlait encore lors de sa campagne. J'irai cette fois-ci aux États-Unis en disant que Ron DeSantis a même dit clairement que lui, président des États-Unis, supprimerait même les aides, les subventions publiques. Bon, est-ce que ça dit que des fois on peut peut-être pas se passer de ce ministère, un peu comme... On peut se passer de ce ministère, comme vous le dites, mais en mettant en place des institutions solides. L'appellation ministère, au fait, c'est juste une entité qui va coordonner l'ensemble des activités. On a des pays dans lesquels on n'a pas de ministère, mais on a des agences. Vous avez parlé tout à l'heure des États-Unis. Dans l'ensemble des pays anglo-saxons, généralement, on parle peu du ministère de la Culture. Et lorsqu'on parle du ministère de la Culture, on veut faire référence à la valorisation de l'identité culturelle du pays, ce qui n'existe pas forcément aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pratiquement le secrétariat d'État qui porte subtilement la culture. C'est une affaire de diplomatie. Exactement, parce que également, on peut parler de diplomatie culturelle. Ça aussi, c'est une autre interrogation. On a des ambassades. Est-ce qu'il existe des conseillers culturels au sein de ces ambassades? Ça, c'est une autre interrogation. Mais pour revenir à la question, on peut avoir des institutions qui sont autonomes. Parce que pourquoi? Lorsqu'on parle des industries culturelles et créatives, on ne parle pas seulement du patrimoine culturel.
Vous avez parlé du tourisme qui a été associé au ministère du Commerce entre-temps et tantôt au ministère de l'Environnement parce qu'on supposait que l'environnement et le tourisme pourraient aller de pair. Justement. Tout simplement parce que le secteur culturel est transversal. Et donc, il est difficile, par exemple, qu'on puisse confier la gestion ou le développement de ce secteur à un seul département ministériel. Et donc, pour ça, on devrait plutôt mettre en place des institutions qui sont co-gérés par plusieurs départements ministériels, ce qu'on n'a pas encore chez nous. Et donc, pour l'instant, cette responsabilité ne peut être confiée qu'à un ministère. Et lorsque vous parliez tout à l'heure du tourisme, je voudrais rappeler quand même que le Haut Commissariat au tourisme qui est prévu pour cette fois-ci, qui est censé mettre un accent particulier sur le tourisme, n'est pas vraiment nouveau sous le soleil. Ça avait déjà existé au temps des Adémans, et ça s'appelait Office du tourisme, voilà, du Togo. Et en ce temps-là, ça marchait par contre. C'était la période de gloire pour les grands hôtels du pays comme Hôtel Le Béné, qui deviendra Ibis, Hôtel de la Paix, qui faisait quasiment le plein. Mais tous ces hôtels sont malheureusement tombés après les années 90, ainsi que d'autres hôtels également à l'intérieur du pays. Quel était le secret de cet office-là au moment où ça marchait justement au temps des Adémans? Alors d'abord, il faut noter que durant cette période, le Togo offrait une stabilité politique et des opportunités économiques comparées aux autres pays. Sauf que nous avons dormi sous nos lauriers et d'autres pays ont mis en place des dispositifs qui leur ont permis de prendre l'avance sur nous. Vous savez, quand vous êtes dans une course de marathon, vous devez courir avec stratégie. Soit vous savez que vous êtes endurant, et là vous prenez l'élan dès le début pour prendre de l'avance sur les autres. Soit vous savez que vous n'êtes pas très endurant, et là vous gérez votre timing au fait, et votre énergie pour pouvoir lancer l'élan vers la fin. Sauf que nous avons pris l'élan, et on a commencé par ralentir. Et d'autres qui avaient mieux géré leur élan ont fini par nous dépasser. Aujourd'hui, lorsque nous parlons du tourisme, il ne faut pas seulement qu'on voit les hôtels et les restaurants. Parce que quand tu prends l'écosystème touristique, il y a ce qu'on appelle les ressources primaires, les ressources secondaires et les ressources tertiaires. Les plus importants sont les ressources primaires et les ressources secondaires. Sauf qu'au Togo, j'ai l'impression qu'on se concentre beaucoup plus sur les ressources secondaires. Quelles sont ces ressources? Ce sont les hôtels, les restaurants et consorts. Et on concentre peu d'attention aux ressources primaires. Quelles sont-elles? C'est ce qui va attirer le touriste, qui va lui permettre de prendre la décision depuis sa zone émettrice, de faire le déplacement vers la zone réceptrice qu'est le Togo. Ce qu'on avait avant avec les agences de voyage. Exactement. C'est un nombre de lobbying qui se faisait depuis l'Europe. Même les agences de voyage et autres se retrouvent dans la ressource secondaire. Au fait, la ressource secondaire permet la rentabilité. Mais qu'est-ce qui va lui permettre d'abord de quitter chez lui pour venir? Nous avons une plage qui n'est pas du tout exploitable aujourd'hui. Nous avons des espaces verts qui sont sous-exploités. Nous avons des sites touristiques qui sont mal entretenus, mal aménagés, des pistes qui conduisent à ces sites qui sont mal aménagés. Et donc, il y a tellement de choses à faire pour pouvoir favoriser. Moi, j'ai rencontré des touristes qui sont déjà arrivés au Togo pour du tourisme, qui, au final, ont décidé de rester à Lomé, de ne pas aller à l'intérieur. Ils ont déjà pris la décision de venir parce qu'on a vanté nos sites. Mais quand ils sont arrivés, ils ont vu l'état des routes, ainsi de suite, ils ont décidé de repartir. Voilà pourquoi j'ai dit, le développement de ce secteur n'incombe pas seulement à un ministère, mais c'est plutôt une œuvre de plusieurs départements ministériels pour qu'on puisse vraiment permettre à ce secteur de contribuer de pouvoir émerger. Donc, vous ne pensez pas que le Haut Commissariat au tourisme pourra rééditer l'exploit des années avant 90? Alors, moi, j'attends de voir. Tout est question de gestion. Le tableau est déjà peint, tout ce que vous avez défini. Est-ce que ça permet de rêver? Ça permet de rêver si ce Haut Commissariat est co-géré par plusieurs départements ministériels. Si plusieurs départements ministériels sont impliqués. Parce que lorsqu'on parle du tourisme, c'est pas seulement les hôtels. Si c'est pour venir tout simplement donner des autorisations d'installation aux hôtels, imposer des règles aux hôtels, je pense qu'on ne s'en sortira pas. Il est important que la réflexion pour le développement touristique... Je vais vous donner un exemple. On parle du tourisme d'affaires au Togo. Qui gère le tourisme d'affaires au Togo? Le tourisme d'affaires, c'est l'organisation des grands séminaires pour attirer des gens. Donc, des gens viennent pour le business sur notre territoire. Et qui gère ce tourisme d'affaires? Moi, j'ai fait une petite enquête. Ce n'est pas le ministère de la Culture et du Tourisme qui vient d'être supprimé. C'était le ministère des Affaires étrangères. Comment on peut avoir un département ministériel qui est responsable du tourisme et qu'on parle du tourisme d'affaires
et qu'on confie cette responsabilité à un autre département ministériel, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'autres pays qui viennent. C'est de la diplomatie. Vous voyez un peu? Donc, quand on parle du tourisme, c'est pas seulement un seul département ministériel. Il est important que le haut commissariat qu'on va mettre en place, qu'il y ait une représentation de tous les départements ministériels qui contribuent au développement du tourisme pour qu'il y ait une réflexion collégiale autour d'une même table et que les stratégies qui seront mises soient également appliquées par les départements ministériels concernés. D'accord, on va squatter, on va espérer que ça prenne en compte tout ce que vous avez dit là. De toute façon, on sera là pour analyser. Mais pour revenir, par exemple, aux acteurs culturels eux-mêmes, vous estimez, selon les discussions, de nombreuses discussions que nous avons eues avant même de monter ici au plateau, dans les coulisses, vous estimez que les acteurs culturels eux-mêmes ont une grande part de responsabilité si on en est arrivé là aujourd'hui? Oui, qu'ils m'excusent. Mais ceux qui m'ont côtoyé, on en parle chaque fois. Pour moi, les premiers responsables, ce sont les acteurs culturels. Non pas les politiques. Les politiques ne sont pas forcément spécialistes du domaine. Lorsque vous prenez la chaîne de valeur du secteur culturel, le politique a pour rôle de réglementer le secteur, de mettre en place un cadre législatif qui favorise. Mais il se concentrera sur la mise en place de ce cadre législatif lorsque les acteurs auront témoigné d'un réel besoin. Et je prends le cas du Nigeria. Le Nigeria, aujourd'hui, tout le monde cite le Nigeria en exemple. Mais si je vous disais que des institutions financières nigérianes sont venues se faire former au Togo. Dans quelle année? Récemment, dans les années 2018, au niveau du Fonds de garantie aux industries culturelles. Parce qu'au niveau de ce fonds... Mais avant ça, le Nigeria cartonnait déjà culturellement. Je vous explique. OK. Si nous partons du cinéma déjà, le cinéma du Nigeria, c'est pas l'État nigérian qui a fait le cinéma du Nigeria. Ce sont les acteurs. C'est quand l'État s'est rendu compte que ce secteur ou cette filière spécifique générait une plus-value économique que l'État a décidé d'appuyer. Mais est-ce qu'il n'y a pas le poids démographique aussi par rapport au Nigeria, les deux contextes? C'est pas le même marché de consommation. Je fais un calcul assez simple. Allons-y. Lorsque vous remplissez le palais des congrès, je donne souvent cet exemple. Lorsque vous remplissez le palais des congrès, ça fait 3000 places. Et si vous faites 10 000 francs, le billet, le ticket d'entrée, ça fait 10 000 fois 3000. Ça vous fait combien? Dites-nous, ça fait 30 millions. Ça vous fait 30 millions de chiffre d'affaires. Et lorsque vous allez enlever toutes les charges, depuis la production jusqu'à la communication autour de votre événement, combien vous allez faire comme recette? On dit que le marché togolais est petit. Aujourd'hui, nous sommes à 8 millions, c'est ce qui est dit. Sur les 8 millions, vous avez touché seulement 3000 personnes et vous êtes heureux parce que vous avez rempli le palais des congrès. Puisqu'aujourd'hui, si tu remplis le palais des congrès, tu es une star. Alors que la capitale a une forte offre culturelle. Aujourd'hui, on a plusieurs bouquets de télévision. Les gens préfèrent rester dans leur chambre. Donc, la concurrence, elle est plus rude. Mais nous avons une part, je suis sûr et certain. Il y a TikTok qui est encore mieux que le bouquet. Et aujourd'hui, je suis certain que dans les zones rurales, on a une part de marché où à 19h, j'ai dit souvent, à 19h, les gens dorment. Oui, mais c'est à l'État de construire des salles. C'est l'erreur que nous faisons. Nous parlons du secteur des industries culturelles et créatives. Vous avez donné l'exemple des États-Unis. Si vous arrivez aux États-Unis, ce n'est pas l'État qui construit les salles. Les salles font partie d'un maillon. C'est le maillon de la diffusion, de l'exploitation, de la commercialisation. Et donc, pourquoi est-ce que des acteurs au Togo se concentrent dans la création et la production et n'investissent pas le maillon de la diffusion, de la distribution? Canal Olympia, c'est pas l'État qui a mis ça en place. Et c'est un étranger. Et le budget qui a permis de mettre en place ces salles, on va me dire qu'au Togo, il n'y a personne qui soit en mesure de... Oui, mais la question aussi, c'est de savoir, est-ce que Canal Olympia arrive à faire le plein là-bas? C'est stratégique. D'ici 2040, il a été démontré que la part du marché africain sera supérieure aux autres marchés internationaux. Et donc, c'est une question de stratégie. Quand ils ont construit Canal Olympia, les gens ont dit, non, le Togolais n'a pas la culture du cinéma. Mais aujourd'hui, on a une classe moyenne qui est croissante. Et les gens commencent par y aller. Quand c'était créé, l'effectif qu'on avait, c'est pas cet effectif qu'on a aujourd'hui. D'ici 2030, vous allez voir que ces salles vont commencer par se remplir. Et c'est en ce moment où on va se réveiller, on va se dire, ah, c'était une opportunité. Et ce sera trop tard. On a des vidéoclubs qui marchaient très bien. On peut partir même sur le principe des vidéoclubs pour 50 places qu'on met dans des villages. Même si c'est 100 francs, 50 fois 100, tu as un chiffre d'affaires fois le nombre de jours où tu as cet effectif, tu atteins les objectifs. Pourquoi vous ne mettez pas en place quelque chose comme ça? Puisque vous avez la stratégie, vous connaissez déjà tout ça. Personnellement, j'ai fait la filière du théâtre, j'ai fait la filière de la musique
et j'ai fini par la filière du cinéma. Les gens m'ont connu beaucoup plus dans la filière du cinéma. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que nous tous, on ne peut pas être concentrés dans le même maillon. Et donc, j'ai voulu comprendre comment est-ce que le secteur des industries culturelles est organisé, comment il est structuré, comment il fonctionne pour permettre à ces acteurs d'en vivre. Et donc, j'ai décidé de me spécialiser en ingénierie culturelle. Justement, aujourd'hui, ma mission, c'est de conseiller, former et accompagner les acteurs. Et c'est ce que je suis en train de faire, justement, à travers votre plateau, sensibiliser les gens. Je ne peux pas également faire le reste. Mais si l'opportunité m'est donnée, eh bien, si je le fais, si je les conseille, ils ne le font pas, c'est qu'à un moment donné, je le ferai pour leur démontrer que c'est faisable. Eh bien, à un moment donné, il le fera pour vous démontrer que c'est faisable. Moi aussi, j'ai fait mon émission aujourd'hui pour vous démontrer que c'est faisable. On peut parler de la culture. Monsieur Nicolas-Étienne Sorungani, merci. Merci. Je rappelle à ceux qui nous ont pris en cours de route que vous êtes ingénieur culturel, expert consultant international en culture, tourisme et développement, entrepreneuriat culturel et créatif. Que dire de plus? Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse notre beau pays, le Togo, et qu'il se souvienne de ce pays, de son tourisme des années avant 1990, et que la démocratie grandisse dans notre pays afin que les touristes viennent encore et encore. Je vous dis à la prochaine.